Bonjour à tous. Donc, premièrement, je voulais aussi remercier David et Aline de m'avoir conviée à ce symposium. Donc, je vais vous parler effectivement moi, de l'enfant humain. Je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse que je réalise donc, au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Pour entrer rapidement dans le vif du sujet, on sait que l'appréciation pour divers aliments n'est pas prédéterminée, mais qu'elle est apprise, et que ce qui pourrait influencer l'apprentissage donc, de l'appréciation pour les aliments pourrait être à la fois la flaveur des aliments, donc j'entends par flaveur l'ensemble des caractéristiques à la fois gustatives et olfactives qui sont perçues quand on ingère un aliment. Donc, pour l'illustrer, on sait par exemple que les enfants préfèrent les aliments sucrés que les aliments amers. L'appréciation d'un aliment peut être aussi influencée par sa densité énergétique, parce que les enfants s'orientent plus vers les aliments qui sont riches en énergie, puisqu'ils sont dans une période où ils ont besoin d'énormément d'énergie pour assurer leur croissance. Et aussi, les enfants s'orientent vers les aliments avec lesquels ils sont les plus familiers. Ce sont certainement un phénomène de sécurité apprise. Je connais cet aliment, je sais qu'il ne me rendra pas malade. Pour étudier l'influence de ces différents facteurs sur l'apprentissage de l'appréciation des aliments, on peut utiliser différents paradigmes qui ont été introduits par la précédente présentation, qui sont des paradigmes de conditionnement. Donc, par exemple, pour regarder l'effet de la flaveur, on peut utiliser le paradigme d'association flaveur-flaveur, donc qui repose sur un type de conditionnement pavlovien, selon lequel si on associe une flaveur A qui, elle, n'est pas tellement appréciée par l'enfant à une flaveur B qui, elle, est déjà appréciée, et qu'on expose de manière répétée les enfants à cette association, on peut voir un transfert de l'appréciation de la flaveur B vers la flaveur A, et donc qui va amener à une augmentation de l'appréciation pour la flaveur A. Pour l'illustrer, c'est comme si vous mettiez, par exemple, du sucre dans votre café pour apprendre à apprécier le goût du café. Un deuxième type de conditionnement pour mettre en évidence l'influence de la densité énergétique, c'est l'association flaveur-nutriment. Donc, sur le même principe que précédemment, sauf qu'ici, on associe une flaveur A avec une source en énergie. Donc, cette source en énergie va apporter une réponse post-ingestive qui sera positive et qui va se transférer vers la flaveur A qui, elle aussi, va voir son appréciation augmenter. Et le dernier mécanisme qu'on va étudier ici, c'est le mécanisme d'exposition répétée. Comme son nom l'indique, au plus on expose un individu à un aliment et au plus l'appréciation pour cet aliment augmente. Donc l'objet de la présentation que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre un peu en balance ces différents mécanismes d'association flaveur-flaveur, association flaveur-nutriment et exposition répétée, regarder leur efficacité relative à court et à moyen terme. Pour répondre à cette question, donc la première expérimentation que nous avons menée avait pour objectif de conditionner l'appréciation pour une purée d'artichaut chez des enfants à l'âge de la diversification alimentaire, donc au moment où ils découvrent un peu tous les aliments. Donc pour faire cela, 95 enfants ont été recrutés et pour ne pas perturber leur contexte habituel de consommation, l'expérimentation a eu lieu à la maison avec les parents. D'abord, les 95 enfants ont été exposés à une purée d'artichaut qui répondait à une recette de purée basique et à une purée de carottes qui était notre légume contrôle puisque c'est un légume qui est généralement bien apprécié par les enfants. Ensuite, nous avons séparé les enfants en 3 groupes. Donc, le premier groupe a testé l'exposition répétée et lui a été exposé 10 fois, à raison de 2 ou 3 fois par semaine, à une purée d'artichaut basique. Le deuxième groupe a testé le mécanisme d'association flaveur-flaveur. Donc lui a été exposé de manière répétée à une purée d'artichaut qui avait été sucrée, mais qui est de même densité énergétique que la purée basique. Et le troisième groupe a testé le mécanisme d'association flaveur-nutriment, et lui a été exposé 10 fois à une purée riche en énergie. Et à l'issue de cette période de conditionnement, nous avons de nouveau mesuré l'appréciation pour la purée d'artichaut basique, de sorte à voir comment elle avait évolué avant et après la période de conditionnement. Donc, pour ce faire, comme il est très difficile d'évaluer finement le niveau d'appréciation d'un enfant à l'âge de la diversification alimentaire, on a utilisé ici les quantités consommées
comme reflet de leur niveau d'appréciation. C'est-à-dire on a considéré qu'au plus ils consommaient, au plus ils appréciaient. Donc initialement, dans la phase de pré-conditionnement, on ne voyait pas de différence de consommation de notre purée d'artichaut basique, ce qui est normal puisque ce sont des enfants qui ont été répartis en 3 groupes de manière aléatoire et qu'ils consomment tous la même purée. En revanche, pendant la période de conditionnement, nous avons observé que la consommation de purée avait augmenté d'environ 2 grammes par exposition, quel que soit le mécanisme qui avait été testé. En revanche, à la période post-conditionnement, on observe que seuls les enfants qui ont été exposés de manière répétée à la purée basique et à la purée sucrée ont augmenté de manière significative leur consommation de purée d'artichaut basique, et non pas le groupe qui a été exposé à la purée riche en énergie. Ensuite, pour tester la stabilité de ces différents effets, on a de nouveau exposé les enfants aux purées d'artichaut basiques 2 semaines, 3 mois et 6 mois après la phase de conditionnement. Et on a observé à chaque fois le même profil de réponse. Donc, ce qu'on peut souligner ici comme résultat, dans un premier temps, c'est la stabilité des effets qui ont été observés après le conditionnement. Et puis, dans un deuxième temps, c'est la réponse qu'on a observée finalement pour l'association flaveur-nutriments. Nous avions comme hypothèse que la consommation allait augmenter parce que les enfants allaient trouver que cet aliment était énergétique et donc ça allait lui apporter une valeur post-ingestive positive. Or, la consommation n'a pas augmenté. Finalement, on peut faire l'hypothèse que ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place un phénomène de rassasiement conditionné, c'est-à-dire que les enfants ont détecté la densité énergétique plus importante de ces purées pendant la période conditionnement, et donc en fait on en mangeait moins parce qu'ils en avaient besoin de moins pour couvrir leurs besoins. Donc cette étude ne nous a pas permis de mettre en évidence l'effet d'association flaveur-nutriments sur l'évolution de l'appréciation. C'est pourquoi on a conduit une deuxième étude, cette fois pour mettre en évidence l'effet d'association flaveur-nutriments sur l'évolution de l'appréciation. Donc on a conduit cette étude avec des enfants plus âgés de 8 à 11 ans. Donc là, ils étaient parfaitement capables d'évaluer par eux-mêmes le niveau d'appréciation des aliments qu'on leur proposait. En l'occurrence, ici, c'était des boissons sucrées relativement nouvelles. Donc, pour sélectionner les boissons sucrées, en fait, nous avons demandé aux enfants, dans un premier temps, d'évaluer leur niveau d'appréciation pour les 6 boissons qui avaient été développées pour cette étude. Et donc, on leur demandait de noter leur appréciation sur une échelle allant de 1 à 5. 1, je n'aime vraiment pas. 5, j'aime vraiment beaucoup cette boisson. Et ensuite, on leur a demandé de les classer par ordre de préférence, de sorte à obtenir une note allant de 1 à 6 par boisson. Et on a choisi par individu les boissons notées 3 et 4, de sorte à ce qu'elles soient initialement appréciées de manière neutre et équivalente. Ensuite, ces boissons, une fois qu'on avait sélectionné pour chaque individu une boisson appréciée de manière intermédiaire, nous avons associé cette boisson soit à une version de boisson non calorique, c'est-à-dire qui était édulcorée, qui nous servait donc de boisson contrôle et qui pourra refléter le mécanisme d'exposition répétée. Et l'autre arôme, nous l'avons associé à une boisson, elle, sucrée et calorique par l'ajout de sucre, et qui, elle, reflètera le mécanisme d'association flaveur-nutriments. Donc, initialement, à la mesure initiale, à T0, comme représente... Ah oui, pardon, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on avait formé 2 groupes, de sorte à regarder le nombre d'expositions qui pouvaient être nécessaires pour conditionner l'appréciation. Comme on n'a pas vu d'effet groupe à travers nos analyses, je vous présente les résultats combinés pour les 45 enfants. Donc, initialement, comme le veut notre méthodologie, on a une boisson appréciée de manière intermédiaire et équivalente pour les 2 boissons. Par contre, après la période de conditionnement, on voit que l'appréciation a bel et bien augmenté, comme nous l'espérions. Néanmoins, on voit que finalement, la densité énergétique de la boisson n'a pas influencé la manière dont l'appréciation a augmenté. L'appréciation est équivalente que la boisson soit édulcorée ou sucrée avec du sucre calorique. Dans un deuxième temps, on a voulu encore une fois tester la stabilité de ce conditionnement, et donc on a laissé passer 3 semaines et ensuite on a de nouveau évalué l'appréciation des enfants pour les boissons.
Et on a observé cette fois que finalement, l'appréciation qui avait été conditionnée par association flaveur-nutriments, c'est-à-dire l'arôme de la boisson qui avait été associé avec du sucre calorique, après 3 semaines sans exposition, était significativement plus appréciée que la boisson dont l'appréciation avait été conditionnée par exposition répétée. On a répété la mesure une semaine après une exposition supplémentaire, et on a observé exactement le même résultat. Donc finalement, on conclut ici que l'appréciation qui est conditionnée par flaveur-nutriments à court terme n'augmente pas forcément plus qu'une appréciation qui est conditionnée par exposition répétée. Néanmoins, elle serait plus stable dans le temps lorsqu'elle a été conditionnée par association flaveur-nutriments. Pour aller un peu plus loin, on a voulu réaliser une phase d'extinction. Donc en fait, c'est un peu comme si vous étiez conditionné à consommer une boisson allégée et vous la consommez cette fois en version standard, ou inversement pour l'autre penchant, vous êtes habitué à consommer une boisson en version standard et vous la consommez en version allégée. C'est-à-dire qu'on inverse, on a ici inversé l'association entre l'arôme de la boisson et sa densité énergétique. Et en fait, on n'a remarqué aucune différence d'appréciation après 3 expositions à ce nouveau couple densité énergétique arôme, ce qui signifie qu'une fois que l'appréciation avait été conditionnée, même si on change la densité énergétique, l'appréciation reste de même. J'arrive rapidement à ma conclusion. Donc on peut conclure que le simple fait d'exposer les enfants de manière répétée à un aliment nouveau permet d'en faire augmenter l'appréciation, et ce, quelle que soit la densité énergétique de la boisson. Donc le fait d'exposer de manière répétée peut être quelque chose de très intéressant à valoriser. En revanche, le fait d'associer un aliment nouveau avec de l'énergie peut permettre un conditionnement de l'appréciation plus stable dans le temps, et qu'une fois que l'appréciation a été apprise, cette fois par contre, la densité énergétique à laquelle est exposé l'enfant n'a plus d'importance sur l'appréciation de l'arôme. Voilà, donc l'ensemble de ces conclusions peut nous amener à mettre l'accent sur l'importance des premiers apprentissages dans la mise en place des préférences alimentaires chez l'humain. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la mise en place de ces expérimentations, et vous tous pour votre attention. Merci Héloïse. Il nous reste le temps pour 1 à 2 courtes questions. Oui. Merci. Ça me fait penser aux différences alimentaires qui sont liées aux cultures. Oui. Et donc, je voulais te poser une question par rapport à l'apprentissage aussi en prénatal, par la transmission par le liquide amniotique. Est-ce qu'il y a un conditionnement qui a été testé, qui est fort voilà. Alors oui, il existe déjà des travaux qui montrent qu'effectivement, si on expose par exemple les mamans à un jus de carotte pendant leur grossesse, et qu'ensuite on propose des aliments aromatisés à la carotte à l'enfant dès les premières semaines de vie, il montre un comportement différent vers la carotte, enfin vers la boisson aromatisée à la carotte, par rapport à l'enfant dont la mère n'aurait pas été exposée à un arôme de carotte ou à un jus de carotte pendant la grossesse. Donc ça montre qu'effectivement, en fait, il y a certains composés aromatiques qui sont capables de passer la barrière placentaire et qui donc vont dans le liquide amniotique exposer de manière précoce l'enfant, va stimuler l'enfant vers différents types de flaveurs, qui peut ensuite avoir une conséquence au cours des premières semaines de vie. Alors plus sur l'acceptation, je pense, que sur l'appréciation. Peut-être que je me trompe, mais sur donc l'acceptation et peut-être aussi l'appréciation des différents arômes pendant les premières années de vie. Très courte question, très vite. Christine, s'il te plaît. C'est rapide, c'est juste une question de méthodologie. Dans votre équipe, on a montré que, en fait,
le taux d'exposition était important. Et donc, je voulais savoir, là, quand on dit exposition répétée, ça veut dire quoi exactement en termes de quantité d'exposition? Alors, en termes de fréquence d'exposition ou de quantité proposée à chaque exposition? En fréquence d'exposition. Donc là, pour la première étude avec les artichauts, on proposait les aliments 2 ou 3 fois par semaine. Et en fait, on demandait aux mamans de fixer le moment du repas auquel elles faisaient l'expérimentation, donc soit le midi, soit le soir, et de toujours, après, faire l'expérimentation au même repas. Mais 2 ou 3 fois par semaine, elles étaient relativement libres de choisir les jours. Et pour la deuxième expérimentation, les enfants étaient exposés tous les jours à l'une ou l'autre des boissons, c'est-à-dire que pour un arôme donné, elles étaient exposées un jour sur 2.